Mais pour introduire l'intervention de Mathilde, voilà, Mathilde est présente, qui est docteur en études théâtrales de Rennes 2 et qui a fait une thèse donc, sur la figuration de l'humain sur scène dans les créations du nouveau théâtre, 1944-1968. Et elle a également été participante de la Rennes Théâtre à Rennes 2. Donc, elle va nous parler plutôt du théâtre universitaire. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, c'est bon, on t'entend très bien, Mathilde. Ok, alors je conserve la parole. Déjà, je vais commencer par te remercier et remercier Élise Calvez pour l'organisation de cette journée d'études. Et tous les participants, je vois qu'on est 53, c'est énorme. Donc voilà. Donc je vous dis bonjour à toutes et à tous, évidemment. Et je vais vous parler aujourd'hui, j'ai intitulé mon intervention Amitié institutionnelle et identité d'une pratique théâtrale à l'université. Et je vais vous parler donc de l'association étudiante de théâtre qui s'est appelée Amphithéâtre et qui s'appelle aujourd'hui la Rennes Théâtre. Donc de 1991 à 2020-2021. Je m'avance un peu dans l'avenir. Donc Amphithéâtre est créé en 1991 à l'initiative d'étudiants en histoire de l'art dans le but de promouvoir le théâtre à l'université selon 3 axes. 1. Aider les troupes étudiantes déjà existantes à se regrouper pour partager leurs expériences. 2. Proposer des animations d'art vivant. Et 3. Devenir un relais de l'information théâtrale de la ville sur le campus. Donc création, diffusion et information resteront les 3 piliers centraux de l'association qui, malgré de nombreux changements parmi ses membres, puisque c'est des membres étudiants, donc ça bouge énormément, donc de multiples changements dans ses modes de fonctionnement, dans ses partenariats privilégiés, dans son vocabulaire, sa taille et son nom, existent depuis 30 ans. En 2001, un groupe d'étudiants rompt avec l'association pour en créer une seconde, plus ouverte sur le monde professionnel et les formes du cabaret. Cette association s'appellera Cabazar. Alors qu'en 2001, la distinction entre les 2 associations est précise, dans les années qui suivent, ces dernières finissent par proposer la même chose aux étudiants. C'est pourquoi, en 2007, les présidentes d'Amphithéâtre et de Cabazar décident de se regrouper sous le nom de la Rennes Théâtre. C'est sous ce nom que nous connaissons l'association d'aujourd'hui, mais je fais le lien entre Amphithéâtre et la Rennes Théâtre, qui sont pour moi une seule et même association, une histoire commune. Donc, depuis sa création, l'association est soutenue financièrement par le service culturel et l'université met à sa disposition un bureau et des locaux de répétition. Depuis l'ouverture officielle en 1994 du département Art du spectacle, ce dernier soutient également l'association financièrement tout en respectant son autonomie. C'est en effet un élément important de l'identité de l'association, être gérée par des étudiants pour des étudiants et ne pas être une association de filière afin de rester ouverte à l'ensemble des étudiants de Rennes Métropole. En cela, elle répond à un des points fondamentaux du théâtre universitaire tel qu'il est défini par la charte de 1962, à savoir être le fait des seuls étudiants. Pourtant, il semblerait que depuis les années 80, le théâtre universitaire se soit transformé, selon les mots d'Evelyne Hertel, en, je cite, théâtre à l'université, c'est-à-dire en un théâtre encadré, soit par un professeur bénévole, soit par un professionnel salarié, au détriment de l'autonomie de la pratique théâtrale par des étudiants. Amphithéâtre fait donc figure d'exception dans le paysage du théâtre universitaire contemporain. L'association reste toutefois sensible au théâtre professionnel et aux structures rennaises d'art vivant. C'est pourquoi, durant 30 ans, elle conserve des partenariats fidèles avec quelques structures, comme avec l'ADEC ou encore le Théâtre national de Bretagne et d'autres partenariats plus ponctuels. Je vais aujourd'hui concentrer ma prise de parole sur les rapports privilégiés qu'entretient l'association avec des partenariats extérieurs issus du monde professionnel, ainsi que sur l'influence de ces derniers sur son identité. L'initiative de créer une association de théâtre à l'université qui tâcherait de regrouper les différentes troupes étudiantes éparses a tout de suite été très bien accueillie par le monde professionnel rennais, comme le montrent les premières réunions avec de multiples partenaires. Le Triangle, le TNB, des étudiants en agronomie, la Mutuelle nationale des étudiants de France, MNEF, la Banque nationale de Paris, la BNP, l'Office social et culturel rennais OSCR, qui n'existe plus aujourd'hui, ainsi que 2 responsables de troupes présentes sur le campus de Beaulieu.
sachant que l'association amphithéâtre est créée sur le campus de Villejean. Donc à Rennes, les universités, il y a 2 universités sur plusieurs campus. Donc de nombreux partenariats sont mis en place dès la première année de l'association, mais le plus important dans la structuration de cette nouvelle association est le partenariat avec l'ADEC, que je vais traiter en première partie. Je verrai ensuite en quoi Amphithéâtre change de modèle en s'associant au département des arts du spectacle naissant, avant le retour privilégié d'un lien privilégié avec l'ADEC à la fin des années 2000. Je tiens à préciser avant toute chose que cette étude est réalisée à partir de l'analyse des archives des structures étudiantes et de la collecte toujours en cours des paroles des différents acteurs de cette histoire. Donc cette collecte a été rendue un peu plus difficile par les conditions actuelles de pandémie mondiale. Je tiens également à préciser, comme l'a dit Marion Donisio, que j'ai été membre actif de l'association de l'Arène Théâtre de l'éducation populaire sur l'association. L'ADEC a été le modèle privilégié pour impulser les valeurs d'amphithéâtre. Fondée en 1970 à Rennes, l'ADEC favorise les pratiques amateurs et les dynamiques territoriales tout en alliant éducation populaire et exigence artistique. On remarque entre les deux structures une similitude dans l'organisation de la pratique théâtrale, reflétée notamment par le vocabulaire employé. Des animateurs autodidactes ou formés par le Conservatoire d'art dramatique de Rennes, par exemple, animent des ateliers. Dans ces premières années, l'association met l'accent sur la formation des étudiants aux diverses fonctions du théâtre, comme l'éclairage, l'écriture, le jeu, la scénographie, la mise en scène. Je cite les archives. Amphithéâtre considère que la pratique théâtrale ne peut se faire que s'il y a un apprentissage, une sorte de solfège. Pour ce faire, l'association propose une aide financière aux étudiants pour participer à des ateliers ou à des stages animés par des membres de l'ADEC. Des professionnels affiliés à l'ADEC viennent également apporter leurs aides à des troupes de théâtre de Rennes 2. En cela, Amphithéâtre reproduit sur l'université ce que l'ADEC propose aux amateurs, c'est-à-dire des ateliers pour se former ainsi que l'aide des professionnels sur les créations des troupes. Cependant, cette forme est remise en question dans le bilan de l'année 1994-1995, dans lequel une réflexion est engagée sur la place des adhérents et leur rôle dans l'association. Les membres de l'association souhaitent rompre avec la dichotomie entre d'un côté animateur metteur en scène et de l'autre adhérent comédien. En mélangeant les rôles, ils cherchent à développer l'autonomie et les capacités créatrices de chacun. C'est pourquoi le vocabulaire évolue vers la création. La production de spectacles est renommée atelier création, et les ateliers ne sont plus confiés à des intervenants extérieurs de l'ADEC, mais uniquement à des étudiants. L'idée défendue est de prendre en charge sa propre pratique. Cette prise de décision est certainement issue de la collaboration l'année précédente entre Jean Bosset, alors directeur de l'ADEC, et Éric Houguet, membre de l'association. Donc je vais vous raconter cette histoire. Au début de l'année 1993-1994, Pierre Bazinté, alors maître de conférences en littérature à l'Université de Rennes 2, propose à Amphithéâtre de créer un spectacle pour la semaine de recherche autour de l'auteur Raymond Roussel, qu'il organisera au printemps 1994. L'atelier est alors pris en charge par Jean Bosset, qui demande l'aide d'un assistant étudiant. Mais, au fur et à mesure de l'année, Jean Bosset assiste de moins en moins aux répétitions, et Éric Houguet commence à avoir des idées de création. Ce dernier se retrouve dans une position ambiguë. Gêné, il en parle à Jean Bosset qui l'encourage alors à conduire l'atelier pour réaliser ses propres idées de mise en scène. Un mois ou deux avant la création, l'étudiant annonce au directeur de l'ADEC qu'il n'a plus besoin de son aide. Cette histoire aboutit donc à l'autonomisation des étudiants dans la création grâce finalement aux encouragements de l'ADEC. La pièce est intitulée Poussière d'impression. Il s'agit d'un montage-collage à partir de la biographie de Raymond Roussel, de ses pièces de théâtre et de ses textes sur son processus d'écriture. Dans une configuration bifrontale, les acteurs modulaient leur jeu à partir de 5 gestes clichés dans une inspiration biomécanique. La création s'appuie sur une chorégraphie rythmique très calculée. Le spectacle se finit avec la récitation par un chœur de la liste des drogues prises par l'auteur associées à leur date de consommation. On remarque dans cette création la volonté d'expérimentation des pratiques théâtrales, mais c'est un point que je ne développerai pas aujourd'hui. L'année suivante, donc 1994-1995, les ateliers deviennent des ateliers création. Malgré cette rupture apparente, due à la prise d'autonomie sur le volet créatif, l'association réaffirme sa filiation avec l'ADEC en termes de valeurs. En effet,
Elle souhaite que, je cite, « les adhérents soient avant tout des militants de l'association et qu'ils soient eux-mêmes responsables de l'esprit d'amphithéâtre ». De plus, l'ADEC, et notamment Suzanne Hélène, continue de suivre avec beaucoup d'attention les activités d'amphithéâtre et partage avec les étudiants de nombreuses informations théâtrales. Ce premier tournant dans la vie de l'association influe sur ses partenariats. En mettant l'accent sur la création et la réflexion et moins sur la formation, elle se rapproche du département des arts du spectacle nouvellement ouvert et du monde professionnel. Les liens avec le TNB se resserrent notamment dans la lutte contre la guerre en Yougoslavie qui dure de 1992 à 1995. Le TNB y est très engagé et incite notamment les étudiants à manifester. Deuxième temps de mon argumentation, je propose de parler de l'effervescence du théâtre de recherche à l'université. L'esprit d'expérimentation est porté au sein de l'association par des personnalités fortes, en particulier celle de Michael Le Bouedec. Présent dès le début, il préside l'association en 1994-1995, année où il rencontre Benjamin Guyot, qui sera président, lui, en 1999. Michael Le Bouedec marque l'esprit de l'association des 10 premières années. Érudit, grand lecteur, il partage son savoir avec de nombreux membres et impulse l'ambiance d'expérimentation créatrice. Il propose par exemple des exercices de kabuki, s'inspire de Jerzy Grotowski ou encore de Tadeusz Kantor. Certains membres de l'association passent de longues journées ensemble à échanger sur le théâtre, notamment dans leur bureau du sous-sol du bâtiment B. Si la volonté de réflexion sur le théâtre est partagée avec l'ADEC et s'est déjà exprimée en 1993 avec l'organisation conjointe du stage autour du théâtre de folle pensée, c'est à partir de 1994 que l'association multiplie les rendez-vous réflexifs en s'ouvrant à d'autres partenaires. Pour l'année 93-94 et pour la première fois, l'association décide d'une thématique annuelle, le langage cru, autour de laquelle organiser ses projets de création, de diffusion et de réflexion. La même année, le département des arts du spectacle est préfiguré. Il s'agit d'une option que l'on peut suivre en licence de lettres. Donc, ce département des arts du spectacle préfiguré propose quelques cours d'analyse du spectacle ainsi qu'un atelier en lien avec la venue de Peter Brook pour une vingtaine d'étudiants, atelier qui sera animé par un comédien formateur du TNB. Les étudiants d'amphithéâtre participent aux activités de ce département en construction. Ils invitent par exemple leurs professeurs à intervenir lors d'une journée d'études sur l'histoire du langage cru qu'ils organisent, ou encore aide Didier Plassard, qui est à l'époque maître de conférences en littérature et à l'initiative de l'ouverture du département art du spectacle. Donc ils aident Didier Plassard à l'organisation d'une projection d'un film sur Peter Brook en lien avec le stage. Surtout, l'association étudiante et le département s'allient pour défendre le projet de transformation du sous-sol de l'amphithéâtre Chateaubriand en salle de répétition, qui deviendra la salle Jarry. Les étudiants d'amphithéâtre participent également à d'autres activités universitaires en dehors du département des arts du spectacle, en proposant par exemple des activités théâtrales pour la semaine Raymond Roussel, organisée par Pierre Benzinté en 1994, comme nous l'avons déjà évoqué, ou encore en participant à la semaine anti-tabac en mars 1997. En cela, amphithéâtre relève de la fonction du théâtre universitaire identifiée en 1996 par l'AITU, l'Association internationale du théâtre universitaire. Je cite, « C'est l'exercice de la théorie et ou de la pratique théâtrale à l'intérieur d'une institution vouée à la recherche. Il s'agit là en effet de focaliser la définition sur le fait que le théâtre à l'université établit des ponts entre recherche, théorie et pratique, ce que peu d'institutions peuvent faire en même temps. » Fin de citation. À partir de 1994 et surtout à la fin des années 90, les liens entre l'association et le département des arts du spectacle deviennent très étroits. Malgré l'importance pour les deux parties de conserver leur autonomie mutuelle, dans les archives de l'association, de nombreux documents ou photographies sont en réalité des archives partagées avec le département arts du spectacle, comme ceux concernant les semaines Forum des arts ou les stages avec des professionnels organisés dans le cadre des cours, mais en lien avec l'association. Les étudiants de l'association sont souvent inscrits en art du spectacle, pas que, mais souvent, et les professeurs en invitent certains à animer des stages dans le cadre des cours. De 1995 à 2000, l'université devient un lieu de foisonnement d'activités théâtrales, autant sur la création que sur la réflexion, au point que les élèves de l'école du TNB sont fortement incités à aller voir ce qui s'y passe. Cédric Gourmelon, alors élève au TNB, anime des ateliers à amphithéâtre et au département des arts du spectacle. Il y rencontre Benjamin Guyot, qui l'embauche en tant qu'acteur sur un spectacle professionnel, alors que celui-ci est encore étudiant. De même,
Benjamin Guyot a travaillé avec Madeleine Loarn sur un spectacle professionnel à la suite d'un atelier co-organisé par le département et l'association. Les liens entre l'université et le monde professionnel sont alors très poreux. Cependant, selon Thierry Seguin, professionnel associé au département des arts du spectacle, à la fin des années 1990, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en garde le département des arts du spectacle qui propose, selon eux, trop de pratiques et se confond avec une école. Suite à cela, le département se rationalise et devient plus classique en adoptant un regard distancié sur l'évolution des formes théâtrales plutôt que de participer à la création contemporaine. Ce tournant se ressent dans la vie théâtrale du campus, qui perd la forte présence d'artistes professionnels. De plus, en 2001, la scission au sein de l'association pour en créer une seconde, Cabazar, apparaît incompréhensible à l'équipe enseignante qui, je cite, se sent moins concernée. Dans les années 2000, les partenariats extérieurs semblent moins importants. Les associations se concentrent sur la création de spectacles, en singeant parfois le TNB, et subissent des difficultés internes de structuration que je ne traiterai pas aujourd'hui. J'en arrive au troisième temps de ma présentation, l'ADEC comme seconde maison. En 2007, la fusion des deux associations, entre Cabazar et Amphithéâtre, donne un nouvel élan au partenariat. Outre ses liens avec le TNB et d'autres structures pour la vente de contre-marques, pour des billets de spectacle par exemple, l'association se lie également avec des compagnies de manière plus ponctuelle pour proposer à ses adhérents des stages ou des ateliers avec des professionnels. La création d'un poste spécial pour les relations avec les partenaires à partir de l'année 2010-2011 souligne l'importance accordée aux liens avec l'extérieur. Mais son partenariat le plus structurel redevient celui avec l'ADEC. Eugénie Rostand, première présidente de la Reine Théâtre, met en place un second festival qui s'y déroule en mai et s'appelle La Reine s'invite à l'ADEC. Ce nom, La Reine s'invite à l'ADEC, met en exergue la familiarité qui se crée entre les deux lieux. Eugénie Rostand invente aussi les thé-théâtres à la bibliothèque de l'ADEC pour, je la cite, sensibiliser les étudiants à l'écriture contemporaine et permettre que des rencontres se fassent entre les auteurs et les étudiants. Ces deux événements perdurent encore aujourd'hui, malgré des changements de nom. Le festival s'appelle maintenant les Nocturnes Insolites pour avoir une meilleure lisibilité auprès des adhérents de l'ADEC non étudiants. Les rencontres, donc les thé-théâtres, se sont appelés le Cercle de 12h28, puis le Cercle de 12h58 et aujourd'hui le Ring. En 2012, l'arrivée d'Yvan Dromer à la direction de l'ADEC, avec l'arrivée d'Yvan Dromer à la direction de l'ADEC, les liens entre les deux associations s'institutionnalisent comme mémoire de l'association. Sur les conseils de l'ADEC, l'un des enjeux de la Reine Théâtre devient l'ouverture de ses activités de diffusion à un public non étudiant, comme nous avons pu le voir avec le changement de nom du festival. Aujourd'hui, pour les membres de la Reine, l'ADEC est une évidence, mais plutôt en tant que lieu ressource qu'en termes de partage de valeurs, comme c'était le cas dans les débuts d'Amphithéâtre. En effet, depuis la création de la Reine Théâtre, le vocabulaire entrepreneurial a remplacé le vocabulaire de l'éducation populaire. L'association parle désormais de projets et de chefs de projet au lieu d'ateliers et d'animateurs et propose des objets marketing. L'accent est porté sur la création de spectacles à l'année et moins sur la réflexion. Des partenariats ponctuels sont également mis en place depuis 2007 sous la forme de stages ou d'ateliers autour d'une thématique. Ils sont animés par des intervenants extérieurs rémunérés pour leurs services. L'ouverture à de nombreux partenariats ponctuels, qui sont souvent signés avec des compagnies ou des artistes émergents, permet à l'association de défendre son ouverture à une diversité de pratiques artistiques, tout en accompagnant et aidant la jeune création. Depuis quelques années, l'association propose également des week-ends de formation gratuites, permettant, je cite, aux adhérents de découvrir les ficelles de certains métiers des arts de la scène, avec par exemple un week-end de formation à la cascade ou un week-end de formation à la technique. Le désir de formation des adhérents semble donc de nouveau être une préoccupation de l'association. Pour conclure, je dirais qu'en 30 ans, l'association a vécu de nombreux changements dans ses partenariats, des nombreux changements dans ses modes de fonctionnement, mais je n'ai pas traité ce point aujourd'hui, dans son vocabulaire et dans son nom. Cependant, certains questionnements et certaines valeurs demeurent ou ressurgissent en fonction des périodes. L'ADEC et le TNB sont les deux structures qui influencent le plus l'association. Elles reflètent en cela l'ambivalence identitaire du théâtre universitaire entre théâtre amateur et théâtre pré-professionnel.
L'association partage avec l'ADEC les valeurs de l'éducation populaire, l'ouverture au plus grand nombre et l'exigence artistique. Le TNB demeure quant à lui un modèle, parfois à imiter, parfois à critiquer, pour encourager les adhérents qui le souhaitent à l'expérimentation, mais aussi pour accompagner certains dans leur désir de professionnalisation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Mathilde. Alors, bravo. Vous avez pile poil respecté, respecté la contrainte. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, mais je trouvais que c'était à vous écouter. Évidemment, c'est un petit peu perturbant, puisque vous faites de l'histoire, vraiment, vous faites de l'histoire du temps présent, du temps très, très présent. Donc, forcément, moi, j'ai également été aussi témoin de certains moments de l'histoire que vous racontez. Ou alors on me l'a raconté, hein, quand on est dans la mémoire collective commune là, et je trouve que la question, peut-être que vous pourriez davantage, nous donner des explications. C'est la position en fait d'une association de théâtre universitaire, justement sur cette articulation entre pratique théâtrale amateur et volonté, dans le cadre d'une pratique théâtrale amateur, de tester finalement une volonté de professionnalisation, de tester le passage au professionnalisme. Voilà, comment aussi vous peut-être en tant que en tant que membre, comment vous analysez les choses et comment ça se parle aussi au sein d'une association comme ça? Oui, alors je vais répondre par le biais, par le biais de mon expérience, donc de mes souvenirs en tant qu'étudiant et des dialogues qu'on pouvait avoir en tant que membre de l'association, donc dans ce tournant des années 2010. Déjà, l'articulation entre théâtre, du théâtre universitaire entre théâtre amateur et théâtre pré-professionnel, elle nous a été apportée par l'extérieur, par notamment la première invitation de Bénédicte Boisson à participer à une pause théâtre. Donc, elle a invité l'association à organiser une pause théâtre autour du théâtre universitaire. Donc, il nous fallait trouver un sujet, et c'était peut-être le sujet le plus clé en main. Donc ça nous est arrivé par l'extérieur, par la lecture notamment de l'ouvrage collectif de Marie-Madeleine Mervaux, donc voilà, par une histoire qui nous dépasse. Je pense que nous, en tant que praticiens, en tout cas à notre époque, on ne se posait pas la question. Déjà, on était nombreuses à ne pas assumer potentielle envie de vouloir devenir professionnels, et on était aussi nombreux et nombreuses à ne pas vouloir devenir des professionnels du spectacle vivant. Nous, notre intérêt dans ces tournants de 2010, ça a été vraiment d'ouvrir l'association au plus grand nombre, en dehors de tout critère esthétique. Ça, c'était vraiment le point qu'on défendait, parce que pour pouvoir accéder donc à la logistique proposée par l'association, c'est-à-dire une salle de répétition, des horaires de répétition, des conseils techniques, pratiques, un budget financier et minimum 2 dates de représentation dans 2 festivals, pour pouvoir accéder à ces outils logistiques, les étudiants devaient remplir un dossier de sélection. Donc la demande est toujours beaucoup plus grande par rapport aux réalités, aux possibilités d'accueil de l'association. Donc des dossiers de sélection ont été mis en place dans les années 2000, donc on a été héritier de cela, et on savait que la sélection, notamment par l'écrit, et nous, on était des étudiants en art du spectacle, donc on avait pour modèle esthétique le TNB, et on avait l'envie que l'association, elle ne soit pas une association de spécialistes, qu'elle puisse être justement l'endroit des étudiants amateurs d'autres disciplines. Donc voilà, ça s'est joué sur ces dossiers, sur ces critères de sélection qui sont toujours un problème. Donc voilà, je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais voilà, pour moi, c'est important de se dire que cette question, elle nous a été portée par l'extérieur, que la question se posait pas trop en ces termes-là, parce qu'on cherche justement une diversité des pratiques, et c'est vraiment ce qu'a cherché à défendre l'association dans les années 2010, c'est à la fois aider ceux qui veulent se professionnaliser, mais aussi aider ceux qui ont une vision du théâtre de vaudeville. Donc on a des pièces de vaudeville, et pour l'anecdote, peut-être un des fondateurs du théâtre, de l'amphithéâtre, la première pièce qu'il a montée avec l'association, c'était Le Père Noël est une ordure. Voilà. Et c'est vraiment à partir des années 93, 94 qu'il y a une exigence artistique qui est arrivée, une exigence d'expérimentation, peut-être avec Éric Houguet et Michael Le Boyec.
Je vais laisser peut-être la parole à Sophie, mais c'est vrai que il y a plusieurs questions en fait sur la bibliothèque. Donc, je vais peut-être vous laisser poser la question à Mathilde et puis peut-être que je pourrais compléter aussi après. Oui, entendu. Alors effectivement, on a plusieurs questions concernant la bibliothèque de l'ADEC et le lien avec le théâtre universitaire. Alors j'en profite simplement pour expliquer aux personnes qui ne seraient pas forcément familières avec l'ADEC, la Maison du théâtre amateur, et donc sa bibliothèque théâtrale, pour préciser, donc, parce que je suis la personne chargée de cette bibliothèque, et donc c'est un lieu assez unique en France, puisque c'est une bibliothèque théâtrale où le prêt est possible. Donc, on a l'habitude de brasser une population assez variée. Donc, ça va effectivement des amateurs de théâtre aux professionnels, parce que beaucoup de professionnels qui cherchent des textes aussi, à des étudiants du conservatoire, mais aussi donc aux étudiants de l'Arène Théâtre. Donc, Mathilde a notamment parlé des théâtres qui s'appelle maintenant le Ring, qui est une sorte de rencontre en fait entre des personnes donc des porteurs de projets, comme le précisait Mathilde, donc de l'Arène Théâtre, et des amateurs de théâtre qui viennent plutôt du cercle de l'ADEC, et donc se faire rencontrer ces deux mondes, et donc voilà, participer de cette manière à faire se rencontrer les deux univers. Donc, je ne sais pas si Mathilde, vous avez des choses à partager aussi concernant le rôle de la bibliothèque vis-à-vis de l'Arène Théâtre et d'amphithéâtre peut-être avant. Oui, alors encore une fois, je vais principalement porter ma réponse sur le début des années 2010 que j'ai vécu, sachant que ça a évolué. Je n'ai pas posé la question aux étudiants, mais c'est une bonne piste. J'en profiterai pour en parler pour la suite de mes travaux sur le théâtre universitaire. Alors, il y a deux choses. Il y a la question du répertoire, donc des pièces qui sont montées par les étudiants, et la question des théâtres, cercle, ring. Pour le répertoire des pièces montées par les étudiants, en tout cas à mon époque, il y avait beaucoup soit d'écriture étudiante, soit de collage-montage, plus rarement des textes entiers. Ça existait, hein, il y en avait. J'avais un camarade notamment, lui, qui se spécialisait dans les écritures contemporaines, et pour retrouver des textes de répertoire d'écriture contemporaine, il n'allait pas à la bibliothèque de l'ADEC, il allait vraiment à la librairie Le Fayeur pour chercher les textes. Voilà, il feuilletait dans la librairie. Donc à l'époque, hein, dans les années 2010, je ne sais pas quelles sont ces modalités de recherche actuelles. Moi, de mon époque, je venais peu à la bibliothèque de l'ADEC. Mais le thé-théâtre, donc j'organisais les thé-théâtres. Le thé-théâtre était un moment important pour nous étudiants parce que en fait, c'était le moment de valoriser les écritures étudiantes. Au moment où c'était le thé-théâtre, on a invité un auteur ou une autrice étudiante et un auteur ou une autrice professionnelle. Donc moi, je me chargeais de trouver l'auteur étudiant et Élise, qui était responsable de la bibliothèque, se chargeait de proposer un auteur professionnel pour pouvoir faire se rencontrer et dialoguer. Donc c'était vraiment important ce lien avec la bibliothèque pour la valorisation des écritures et des processus d'écriture. Il me semble, mais là, ce serait plus à Sophie d'en parler, que les rings ont un peu changé puisqu'ils vont plus parler des textes, des matériaux textuels, de recherche autour de thématiques. Oui, alors effectivement, le format a un peu évolué puisque ce n'est plus Élise qui s'occupe des théâtres et que maintenant c'est le Ring. Mais effectivement, il y a toujours une place pour les écritures étudiantes. On a d'ailleurs eu la venue l'année dernière d'un porteur de projet qui en fait avait écrit sa pièce et c'était ça le projet qui avait été proposé. Il y avait une comédie musicale et un texte autour de et la création. Mais effectivement, on parle aussi du répertoire à proprement parler théâtral déjà existant, beaucoup tourné autour du théâtre contemporain et aussi autour de la production pour la jeunesse aussi. Le théâtre jeunesse, on a un fonds jeunesse assez important à la bibliothèque et c'est aussi un moyen comme ça de mettre en valeur les auteurs contemporains édités, mais donc aussi les auteurs universitaires qui sont ou pas dans une démarche de professionnalisation. Et donc voilà, c'est aussi mettre en valeur les écritures contemporaines et les écritures pour la jeunesse.
voilà pour ces questions. Et donc voilà, si vous avez d'autres questions concernant la bibliothèque, je vous invite aussi à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur son fonctionnement et son histoire aussi. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur la bibliothèque, que historiquement, ça fait vraiment partie du début du projet en fait, de l'ADEC dès 64, enfin, dès la préfiguration et dès sa création en 1970. Donc, il y a toujours eu en fait une bibliothèque qui s'est peu à peu étoffée, qui a eu des locaux, qui a dû trouver de nouveaux locaux et donc un petit peu séparer le théâtre et la bibliothèque, ce qui, selon les témoignages, enfin, notait quand même une moindre efficacité hein, pour travailler avec les praticiens, c'est-à-dire que les praticiens qui venaient au plateau eh bien, pouvaient passer par la bibliothèque, ou vice-versa, ceux qui venaient chercher un texte, eh bien, d'autres praticiens qui étaient en train de répéter pouvaient échanger. Enfin, il y avait voilà, une synergie quelque part entre le plateau, le théâtre et la bibliothèque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la bibliothèque est à quelques encablures du théâtre. Et qui est peut-être en voie de résolution par de nouveaux travaux qui pourraient être apportés au théâtre et à l'ADEC. Donc il y a cette dimension, ça fait vraiment partie de l'identité hein, de l'ADEC. Ça a permis effectivement de travailler et d'avoir cette orientation très aussi spécifique à l'ADEC par rapport au répertoire contemporain. Et le répertoire contemporain vraiment animé par des auteurs vivants, puisque très tôt aussi, il y a eu des... Enfin, très tôt, je regardais de la date, c'est 2006, la première résidence d'auteurs avec Sylvain Levé qui était organisée à la bibliothèque. Et donc, l'auteur travaillant le matin, je crois, dans la bibliothèque et l'après-midi, de fait, étant aussi là quand les personnes venaient chercher des livres et puis discuter. Ça a été fait aussi avec Ronan Mansec, donc ça c'est une tradition un petit peu. Et puis la bibliothèque, c'est aussi ces témoignages aussi que j'ai pu recueillir, un lieu d'accompagnement vraiment des praticiens pour leur faire découvrir aussi d'autres types de répertoires. Donc ça fait vraiment partie du tout ce travail d'accompagnement en fait des troupes. Et pour être tout à fait franche aussi, pour nous, Université de Rennes 2, la bibliothèque de l'ADEC est complémentaire en fait à nos bibliothèques universitaires, si bien qu'il y a une partition quand même dans les achats d'ouvrages, c'est-à-dire que clairement, nous, la bibliothèque maintenant universitaire, n'achète presque pas de textes contemporains. Nous nous contentons d'acheter des écrits théoriques, des manuels, etc. Mais nous laissons quelque part l'enrichissement des textes à la bibliothèque de l'ADEC. Voilà, donc bon. Et puis peut-être, voilà, on ne serait pas tout à fait exhaustif si on ne disait pas que l'ADEC a quand même bénéficié du don de la bibliothèque de Guy Parigot. Donc ce symbole-là, voilà, qu'on retrouve à la fin un petit peu de ses interventions aussi, entre le centre dramatique et puis l'ADEC. Donc voilà, ce soutien quand même très très important de Guy Parigot, et donc indirectement de la décentralisation dans la structuration en fait des pratiques amateurs. Voilà. Et Suzanne précisant qu'effectivement, il y a aussi un corpus d'ouvrages de recherche et d'essais très important que nos étudiants aussi peuvent emprunter quand il n'y en a plus, et ça arrive assez souvent à la bibliothèque universitaire. Voilà.